Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection reçoit ce dimanche un ancien ministre. Il est également ancien vice-président de l'Internationale libérale, aujourd'hui secrétaire général du Parti Rewmi. Lamine Ba, bonjour et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie, monsieur le directeur, et je remercie également tous vos collaborateurs pour garder la ligne de la première radio privée du Sénégal qui est restée une radio qui a des thèmes tout à fait accrocheurs, une radio d'intellectuels où l'on peut s'exprimer en toute liberté et exposer des idées qui tranchent avec l'autre façon de traiter l'actualité. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de cette invitation. Merci pour la confiance. Oui, question d'actualité. Vous êtes un ancien donc de l'Internationale libérale. Vous y avez consacré 8 ans au sein justement de cette structure. Mais Lamine Ba, vous êtes ancien ministre, mais aujourd'hui le débat, c'est justement au sein de l'Internationale libérale qui a tenu son congrès ici à Dakar, 61e congrès. Et là, il est question aussi de réflexion soulevée par deux penseurs libéraux. Ça, c'est en guise d'introduction. Alain Laurent et Vincent Valentin, ils avancent une définition univoque du libéralisme afin de l'opposer frontalement au socialisme et de rejeter toute tentative de synthèse entre les deux. Selon eux, c'est de là que le débat politique pourra éviter les consensus illusoires. Lamine Ba, oui, les libéraux avec les socialistes, les libéraux avec les centristes, que vous inspire vraiment cette réflexion autour du libéralisme aujourd'hui? Bon, je voudrais tout d'abord rappeler que l'Internationale libérale a tenu son premier congrès en Afrique, ici à Dakar, en 2003, il y a bientôt 15 ans. C'était son 52e congrès. Celui-ci est le 10e congrès. Donc il y a 15 ans, l'Internationale libérale tenait son 52e congrès au Sénégal. Autour du père fondateur du libéralisme africain, oui. Parce que le président Abdoulaye Wade est le premier Africain à avoir fait adhérer son parti à l'Internationale libérale. Le Parti démocratique sénégalais en 1980. Et ce congrès revient au Sénégal dans des circonstances tout à fait particulières, ce qui vous fait poser le débat que vous avez posé sur l'opposition entre le libéralisme et le socialisme. Je n'ai pas visité les auteurs, les penseurs libéraux dont vous avez fait référence tout à l'heure. J'en ai visité d'autres, certainement qui pensent un peu différemment. Ce qui est important, c'est que chaque idéologie garde sa ligne, son identité propre et sa vision et repose sur certaines valeurs. Le libéralisme est une philosophie d'abord qui a été pensée déjà au sortir du XVe siècle avec de grands penseurs comme même Ibn Khaltoum, des penseurs africains, pour arriver à John Locke et arriver à Adam Smith, qui en est le penseur économique particulièrement. Le libéralisme qu'on oppose au socialisme, oui, mais c'est que le libéralisme est d'abord, avant le socialisme, quelque chose de social, une idéologie sociale, une pensée sociale, qui vise à l'humanisme, qui vise à aider l'être humain à recouvrer sa dignité, et plutôt, disons, qui vise tout simplement le social. La preuve, c'est que la plupart des penseurs libéraux sont également des travailleurs sociaux. Si vous prenez le cas de Friedrich Naumann, dont le nom porte une fondation aujourd'hui sur ses épaules, la fondation Friedrich Naumann, il était un travailleur social. Donc le libéralisme est social par essence. Il n'y a pas à l'opposer au socialisme, parce que libéralisme ne veut pas dire socialisme, libéralisme veut dire une attitude sociale. Comment
aider l'être humain d'abord à recouvrer sa dignité, sa liberté et à vivre de manière digne, différente en tout cas des autres espèces. Pour vous alors, ces retrouvailles ne vous gênent pas socialement? Non, ce ne sont pas des retrouvailles. Je reviens à la question parce que ce congrès se tient à Dakar dans un contexte tout à fait particulier où nous avons deux partis libéraux, authentiquement libéraux, notamment le PDS du président Abdoulaye Wade et le Rewmi du président Idrissa Seck. Personne ne peut contester que ces deux partis sont des partis libéraux qui ont fréquenté les arcanes de l'international libéral déjà dans les années 80, 90 et dans les années 2000 pour le cas du parti le plus récent, le parti d'Idrissa Seck, du président Idrissa Seck. Par contre, l'APR est un parti qui n'a pas d'identité propre. Ah oui? Oui, c'est un parti qui n'a pas d'identité parce que son fondateur a des origines, nous le répétons, nous le disons tout le temps, il ne le conteste pas d'ailleurs, maoïste. Il était militant du parti de Landing Savané dans les Ande Diop dans les années 80, parti qui était d'obédience maoïste. Le maoïsme n'est pas mauvais en soi, je ne critique pas les maoïstes, c'est une façon de penser, une vision différente en tout cas de la vision libérale. Et j'ai quelques anecdotes pour prouver, parce que le président Macky Sall, quand nous faisions un congrès du PDS au Méridien, et il avait fait référence à Mao Tse-tung pour qualifier Abdoulaye Wade. Donc, sans se rendre compte qu'il était dans un congrès libéral, sa référence était Mao Tse-tung. Et ça, c'est resté dans notre esprit, nous tous qui étions là-bas. Bon, beaucoup étaient surpris, moi non, parce que moi je l'ai fréquenté à l'université. Le deuxième exemple, la deuxième anecdote, c'est quand nous étions en Chine, dans une délégation du PDS, en visite d'amitié, parce que nous soyons des libéraux ou autre chose, nous avons des relations d'amitié avec le PCC, le Parti communiste chinois, dans le cadre des relations entre partis gouvernants, partis au pouvoir. Devant la tombe de Mao Tse-tung, Macky Sall avait versé de très chaudes larmes. Et ce que je comprends très bien, moi j'aurais pleuré devant la tombe d'Adam Smith, certainement. Bon, j'ai compris un peu la forte affection, l'émotion qui l'étreignait quand il s'est retrouvé devant la tombe de son mentor, de celui qu'il considère comme le penseur le plus achevé, l'homme politique le plus achevé de notre siècle. Donc, le président Macky Sall, à sa décharge, il a le droit d'être un maoïste. Mais faire du syncrétisme idéologique, c'est aller demander une adhésion à l'international libéral, avant même d'avoir la qualité de membre de cette institution, demander à organiser le congrès de l'institution dans son propre pays et l'utiliser pour pouvoir se faire investir devant l'opinion publique nationale et internationale. Dans l'organisation, en amont, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous étiez ensemble. Nous avions posé des conditions. Nous étions ensemble avec le PDS lors de la préparation de ce congrès. Mais nous leur avions demandé de veiller à ce que ce congrès ne soit pas récupéré politiquement par le parti État, le parti au pouvoir, qui certainement a toute la logistique pour inviter les délégués et qui pourrait submerger les partis d'opposition que nous sommes, donc avec des moyens très limités. Nous étions d'accord que les trois partis organisateurs de ce congrès seraient traités d'égale dignité. Mais nous nous sommes rendus compte, au fil du temps, avec la préparation, que le président Macky Sall et son parti ont voulu en faire une affaire personnelle. Ils ont voulu récupérer l'événement et nous avons dit que nous ne pouvions plus continuer à travailler avec eux dans un comité d'organisation en sachant que nous serions überrollt, c'est-à-dire nous serions tout simplement submergés, relégués au second plan et le président Macky Sall allait en profiter pour faire son show. En dehors de cela, les autres conditions. Vous savez, le libéralisme, c'est d'abord la liberté. La liberté, la démocratie, le respect des droits humains. Nous nous sommes rendus compte que dans notre pays, les libertés sont malmenées. Le droit de marche, qui est consacré par la Constitution, est bafoué à plusieurs reprises. On a frappé les opposants, on les a gazés, on les a embastillés, mis, jetés en prison comme des malpropres. Nous nous sommes rendus compte que, au fil du temps, que des opposants qui pourraient être des candidats à la présidentielle ont été empêchés de l'être par une manipulation de la justice. M. Karim Wade a été forcé à l'exil
et on l'empêche aujourd'hui de participer à l'élection présidentielle. M. Khalifa Sall, quel que soit le tort qu'il ait pu commettre, est jeté en prison et on l'empêche de participer à l'élection présidentielle. Nous nous sommes rendus compte finalement que le fichier électoral dont toute l'opposition doit disposer est une sorte d'inconnu. L'opposition n'a pas les moyens de vérifier qu'est-ce qui se trouve dans ce fichier-là, etc. Il y a beaucoup d'autres questions. Les instances internationales de défense des droits de l'homme ont condamné le Sénégal pour un manque de respect des droits de l'homme. Dans la transparence sur la gestion des ressources minières, des ressources naturelles du pays, on s'est rendu compte qu'il y a une opacité. Finalement, tout ça, ce sont des attitudes, des comportements qui sont contre, en tout cas qui ne cadrent pas avec les valeurs libérales que nous défendons. Ça tranche avec les valeurs libérales dont nous réclamons. Vous souhaiteriez que ces problèmes-là... Voilà, nous avions posé ces conditions pour que ces questions soient levées au fur et à mesure avant d'arriver à ce congrès. Le parti au pouvoir, le parti Massat a fait la sourde oreille, n'a voulu rien entendre. Ils ont foncé tout droit vers leur objectif qui était de réunir la communauté libérale internationale, de bander les muscles, de dire voilà, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus populaires, pour demain faire peut-être valider un hold-up électoral. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, nous avions dit donc que nous ne pouvions pas participer à ce congrès. S'ajoute à cela, vous avez vu tous, à 3 jours de ce congrès de l'international libéral, le candidat Macky Sall qui invite le congrès libéral pour clamer son libéralisme haut et fort, a été investi par les partis socialistes du Sénégal, parce que le socialisme est éclaté. Il y a l'AFP qui est une partie des partis héritiers de Senghor, il y a le PS de Tanor Dieng. Tous ces partis ont fait des congrès pour investir Macky Sall comme leur candidat. Comment peut-on être le candidat des socialistes, le candidat des libéraux, le candidat des maoïstes et peut-être même le candidat je sais pas, des conservateurs? En quoi est-il gênant? En ce sens que ça brouille, parce que les repères, la politique c'est un débat. On doit savoir qui est qui fait quoi, qui a quel projet de société, qui défend quelle valeur. Et c'est ça qui n'existe pas chez le président Macky Sall et son parti. Ils font du syncrétisme idéologique tout simplement. Les Sénégalais sont perdus, ils ne savent pas pour quel président ils vont voter, pour quel programme, pour quel projet de société. On nous parle de Sénégal émergent, alors que finalement ce président-là, il n'a pas de programme cohérent et clair, et les Sénégalais seront perdus lors de l'élection prochaine. Oui, mais en quoi? Parce que finalement, il peut aller dans le cadre d'une coalition, ils sont dans le cadre d'une coalition présidentielle, comme cela se fait partout ailleurs. En quoi cela vous gêne réellement? Non, cela ne nous gêne pas. C'est-à-dire qu'il faut décliner un projet de société clair pour que nous puissions nous distinguer de lui. Nous sommes des libéraux, c'est clair, c'est net et précis. Nous n'allons jamais être investis par des socialistes pour notre congrès. Il se pourrait maintenant qu'au deuxième tour, quand les programmes, les Sénégalais auront choisi, qu'on dise, bon, nous sommes arrivés au deuxième tour, maintenant nous allons négocier des programmes de gouvernement. Dans ce cas-là, on fera des compromis, on acceptera des choses qui ne cadrent certainement pas avec notre vision, mais que nous accepterons pour pouvoir faire un gouvernement. C'est ce qui est arrivé en Allemagne. Les libéraux ont dit, Lieber nicht regieren als falsch regieren. C'est-à-dire le président du Parti libéral, M. Christian Lindner, qui est sorti 3e à l'élection, a voulu faire une coalition avec Angela Merkel, mais ils ne sont pas tombés d'accord sur certains principes, sur les questions de l'immigration par exemple, sur des questions du numérique, c'est-à-dire du contrôle des réseaux sociaux. Ce sont des questions fondamentales qui touchent la vie de tous les citoyens allemands. N'étant pas et sur les questions de l'environnement, du développement durable, des changements climatiques. N'étant pas d'accord sur ça, les libéraux allemands ont dit Lieber nicht regieren als falsch regieren. Mieux vaut ne pas gouverner que de gouverner vers la fausse route. Il faut être cohérent. Mais ici, tout est mélangé. Tout est mélangé suppose quoi? Que finalement, que vaut l'idéologie au Sénégal et en Afrique? L'idéologie, elle vaut toujours ce qu'elle a valu à travers les âges. C'est au Sénégal où on ne se retrouve plus. On ne sait plus. Mais comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là tout simplement parce que la scène politique est envahie par des ovnis, des personnages qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de valeur, qui ont juste qu'une ambition, trôner à la tête de notre pays et nous diriger vers des lendemains incertains. C'est ça qui se passe en ce moment-là. Oui, mais alors, qu'on en arrive aujourd'hui au sein même de l'international libéral à ce que voilà, des positions quand même qui doivent être
qui mérite d'être éclairée, c'est la position du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui est un membre aussi de l'international libéral. Aujourd'hui, vous l'avez dit préalablement, il y a le Parti démocratique sénégalais, il y a le Rewmi, il y a également l'APR. 3 partis, voilà que le président Ouattara, lui, opte pour le président, justement, Macky Sall, qui est un parti dans l'international comme le PDS et Rewmi. Comment analyser cette posture, cette position du président Ouattara? Oui, moi j'ai été un peu surpris parce que personne n'ignore les relations que j'ai avec mon grand frère, le président Alassane Ouattara. C'est moi-même qui ai déposé son dossier à l'international libéral en 2003, moi-même, de mes propres mains. Je l'ai accueilli ici. On le savait très proche de Ouad, quand même. Très proche de Ouad et à travers moi. J'ai souvenance que pendant la campagne électorale, quand il se battait contre le Parti socialiste du président Laurent Gbagbo, nous avions des conférences à 3, le président Ouad, lui et moi, depuis le palais de la République, pour le conseiller, pour lui le coacher, pour l'aider. Nous avons beaucoup fait pour le président Alassane Ouattara. Moi-même, j'ai été à son congrès d'investiture au nom du Parti démocratique sénégalais et j'ai mobilisé toute l'international libérale pour venir l'aider pendant la campagne, pendant son congrès en 2008 et pendant les élections. En pleine campagne, entre les 2 tours, nous avons affrété un avion, nous sommes allés là-bas pour l'aider. Avec le président Ouad, nous avons beaucoup fait pour l'aider parce que c'est un parti libéral. Mais expliquez-nous cette partie, cette phase. Là, c'était le seul parti libéral ivoirien qui était en lice. Il y aurait un autre parti libéral, un autre candidat libéral, nous n'aurions pas osé le faire. Mais qu'a-t-il fait réellement Abdoulaye Wade à l'époque? Oui, qu'a-t-il réellement fait à l'époque? Non, je ne peux pas venir dans des détails au point de divulguer les secrets d'État. Je n'irai pas aussi loin. Mais ce que je sais, c'est qu'en tant que libéraux, nous avons aidé le président Alassane Ouattara, nous, n'est-ce pas? Financièrement? Je ne peux pas le dire. Financièrement? Je ne peux pas le dire. Je ne le dirai pas. Ça, c'est pas de mon ressort. Moi, j'étais chargé des relations internationales du parti. J'ai mobilisé la communauté libérale internationale pour le compte du président Ouattara. Nous sommes allés à côté de son parti. Nous avons battu campagne à travers la Côte d'Ivoire. Ils m'entendent, hein. Tout ce que je là, c'est avéré. Bien sûr. Il y a même des vidéos sur YouTube où je fais des déclarations et des discours dangereux même pour ma sécurité parce que je suis allé en Côte d'Ivoire au moment où pleuvaient les bombes pour tout simplement appuyer le RDR qui est un parti membre de l'international libéral. Aujourd'hui? Alors aujourd'hui je ne comprends pas qu'il y ait 3 partis libéraux, en fait 2 partis libéraux, que je sache, et un parti qui se dit libéral en compétition. Mais il est libéral puisque le président Ouattara, ça a été admis au sein de l'international libéral. Il est un ami que je respecte et avec qui j'ai de bonnes relations, qui viennent prendre position officiellement, directement. C'est une immixtion dans la vie politique sénégalaise. C'est tout simplement poignarder d'autres partis libéraux dans le dos. Ces partis sont le PDS et le Rewmi qui ont tout fait pour lui. Je ne le comprends pas. Vous en arrêtez là? Le constatez tout simplement? C'est pas seulement lui. Le président sortant de l'international libéral, Julie Minabas, qui est aussi un ami que je connais très bien, pour avoir été pendant 8 ans leur collaborateur, qui est venu s'immiscer dans la vie politique sénégalaise, qui est venu prendre position pour un parti, alors qu'il y a d'autres partis libéraux, ça également, c'est une incohérence et c'est inadmissible et je suis sûr que c'est pas conforme avec le statut et la constitution de l'international libéral. Oui, mais est-ce que ça tranche avec les textes? Justement, je vous dis, c'est pas conforme avec les textes de l'international libéral. Que disent les textes? Vous me direz maintenant, le président Joly Minobes est un président sortant. La nouvelle présidente, Akima, la marocaine, elle vient de s'installer. Je ne suis pas sûr qu'elle ait pris position, qu'elle ait livré un discours. Elle n'aurait pas. Mais président Joly Minobes, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus le président de l'international libéral. Ça aussi, les gens ne le disent pas. Il parle à quel titre alors? Je ne sais pas, il est parti peut-être en tant qu'ancien président de l'international libéral, ce dont il a le droit. Mais c'est l'institution qui ne devait pas, n'est-ce pas, aller s'afficher dans le congrès d'un parti libéral, dit libéral, alors qu'il y a d'autres partis libéraux en liste dans cette compétition. À 3 mois des élections, c'était déjà pas recommandé de tenir un congrès dans un pays où il y a plusieurs partis libéraux. Ça s'est passé en Hollande, il y a des cas de jurisprudence. Ça s'est passé aux Pays-Bas où le D66... Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le D66 est un autre parti libéral, le VVD, 2 partis en compétition. Mais vous savez, en Europe, les gens sont équilibrés, ils savent à quoi s'en tenir, ils savent un peu raison garder. Ici, on est dans l'émotion, dans l'euphorie, et c'est dommage parce que l'international libéral est une institution également qui demande des financements, qui cherche des partenaires. Et c'est dommage que quelque part, l'argent ne joue pas seulement un rôle au niveau de l'électorat, on n'achète pas seulement des électeurs, quelque part aussi, on peut influencer des institutions par l'argent. Oui, mais ça aussi, on est à un niveau supérieur entre chefs d'État.
il était question à un moment donné de l'histoire du syndicat des chefs d'État. Aujourd'hui, comment comprendre ces retrouvailles entre 4 chefs d'État? Je parlais du président Ouattara, du président Aziz de la Mauritanie, de Adama Barrow de la Gambie, mais également George Weah du Libéria. Aujourd'hui, que traduit réellement justement cette présence aux côtés du président Macky Sall? Pour le cas du président Aziz, son parti avait tenu un congrès auquel j'avais participé en 2010, oui, je crois bien. Il cherchait d'abord il fallait qu'il crée un parti, lui il est arrivé au pouvoir autrement, comme candidat indépendant, après il lui fallait un parti. Il a essayé de constituer un parti, et il a essayé de s'approcher de l'international libéral. À l'époque, le président Wade m'avait mis un rapport avec lui pour aider son parti à adhérer à l'international. J'imagine qu'il est toujours dans la même lancée et qu'il cherche un ancrage international dans une des institutions politiques internationales. Ça peut être l'une des raisons de sa présence à Dakar. Mais en dehors de ça, il y a aussi les convenances diplomatiques. C'est un chef d'État voisin d'un pays frontalier qui a beaucoup d'intérêts en commun. Mais dans ce contexte qui a beaucoup d'intérêts en commun avec le Sénégal, qu'il soit invité et qu'il vienne en tant que chef d'État, je le comprends très bien. Les autres présidents, moi, je préfère ne pas en parler. Ce sont des chefs d'État de pays amis. Je suis certes dans l'opposition, mais je veux demeurer un homme d'État. Je ne dirai aucun mot qui fâche ou bien qui peut jeter un grain de sable dans la machine de relations de bon voisinage. Oui, mais le contexte politique est à analyser, oui. Mais leur présence, ces deux chefs d'État-là, moi, ne me dérange pas trop, ne me gêne pas. La présence qui m'a un peu gêné, c'est celle du président Ouattara, parce que c'est un ami du Sénégal. Il a travaillé au Sénégal, il a même de la famille au Sénégal. Donc c'est sa présence dans ce contexte-là qui m'a un peu gêné. D'autant plus que c'est un président qui est en fin de mandat et qui certainement voudra garder les bonnes relations avec le Sénégal. Le président Ouattara, son ami, est parti. Son nouvel ami partira. Il faut qu'il veille à ce que les prochains tenants du pouvoir restent ses amis comme il l'a. À quelle fin? Je ne le comprends pas. J'ai bien dit que je ne le comprends pas. Il y a des questions qu'il faudra bien lui poser. Mais moi, je suis très gêné parce que le président Ouattara est un ami que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Mais pour aujourd'hui, il a posé un acte qui m'a dérangé. Oui, mais le contexte, il est favorable dans le cadre du rapport de force au président Macky Sall ou le contraire, vous me direz. Mais alors, la mobilisation a réussi. Oui, mais dans tout ça, justement, l'investiture. Oui, ce sont les Sénégalais qui vont élire le président de la République. Sall, oui. C'est pas les Ivoiriens. Mais il a mobilisé quand même. Il a mobilisé. C'est pas Ouattara qui viendra voter à notre place. Ce sont les Sénégalais qui vont élire le président de la République. Oui, il a mobilisé. Vous savez, quand on a les moyens de l'État, nous, on le sait déjà. Nous avons été au pouvoir avec le président Wade. On disposait des moyens de l'État. On a parlé ici de 4 millions de personnes réunies ici au niveau de la VDN pour le congrès d'investiture du président Wade. Et à Dakar, les urnes ont montré moins de 500 000 voix pour le président Wade. Donc ça ne nous ébranle pas tellement. Il peut mobiliser Dakar Arena, tous les stades du Sénégal les remplir. On sait qu'avec les moyens de l'État et la pauvreté galopante dans notre pays, un sandwich, une boisson et un grand bout, parce qu'il fait très froid aussi, une casquette et un t-shirt, les Sénégalais en ont besoin. S'ils peuvent en distribuer à tout le monde, ben alléluia. Mais ce sont les Sénégalais qui vont voter et je crois qu'ils savent se défaire des tyrans, des dictateurs et des présidents qui veulent les tromper. Il est question de victoire dès le premier tour. Est-ce que ce que vous avez assisté, je vous parlais de ce congrès d'investiture, est déjà une caution pour ceux-là qui pensent que c'est déjà acquis? C'est une tentative de préparation psychologique de l'opinion pour un coup de force. Ça, nous le comprenons bien. Montrer aux gens de grandes images. Vous savez, ces images, Abdou Diouf était là. Elle a dit, vous vous rappelez un peu Abdou Diouf en 2000, quand il est allé à Louga, il a vu les foules, mais il a été battu. Le président Wade, on lui a fait croire qu'il avait 4 millions de personnes à son... Il a été battu. Donc, l'histoire va se répéter certainement. Nous n'avons pas peur de cette mobilisation. L'histoire va parce se répéter. Moi, j'habite les parcelles Asseni. J'ai vu ce matin des cars rapides alignés, des gens à qui on donnait des sandwichs et de l'argent. Je les ai vus de mes propres yeux. Donc, je me suis rendu compte que finalement, c'était du bétail électoral du bétail d'animation politique qu'on a convoyé vers le... Antérieurement, il y a eu la marche de l'opposition. Là également, il y avait la mobilisation. Hier, il y a aussi le congrès d'investiture. Qu'est-ce qui se joue présentement au Sénégal? On se joue des Sénégalais. On s'amuse avec notre pays. Oui, on s'amuse avec notre pays, mais il ne faut pas oublier cette masse silencieuse. Ces millions de Sénégalais qui sont chez eux, qui, comme vous et moi, sont des gens intelligents
et pensent à l'avenir de leur pays, l'avenir de leurs enfants. Ceux-là ne courent pas les meetings. Ceux-là ne sont pas dans les cars rapides, dans les cars Ndiagandiaï en train d'aller vers les arénas. Ce sont ces Sénégalais-là qui vont voter pour celui qui est le meilleur pour leur pays. Et je crois qu'il faut leur faire confiance, cette masse silencieuse. Il y a des Sénégalais, ils ne vont pas à un meeting, mais ils savent pour qui voter. Ils regardent les candidats en ligne, ils savent qui est meilleur pour leur pays. Ils sont très responsables et c'est à cela que je fais confiance. Vous avez trouvé le lien pour parler justement de la campagne de parrainage des candidats à la candidature. Justement, où en êtes-vous, vous, au niveau de Rewmi? Est-ce que, justement, vous êtes fin prêt ou vous êtes toujours, justement, dans cette dynamique de collecte des parrains? Vous savez, dans de pareilles émissions, les journalistes poussent souvent les hommes politiques, soit à dire des choses qui fâchent, à faire des erreurs de communication, ou à divulguer des secrets, je ne dirais pas de parti, mais des secrets de parti. Nous sommes fin prêts. Ah oui? Notre dossier de candidature est prêt, à tout point de vue. Le Rewmi? Oui, c'est tout ce que je peux vous dire. Le dossier de candidature, il est fin prêt à tout point de vue. À tout point de vue, c'est-à-dire le parrainage, tout. La caution, le quitus fiscal, tout est prêt. Nous allons déposer, le moment venu, le dossier est fin prêt. Nous avons un candidat qui est prêt à aller à l'élection présidentielle. C'est M. Idrissa Seck. À qui profite le rapport de force présentement? On a l'impression que, avec le déploiement des moyens de l'État, pour le compte d'un candidat, ce qui est d'abord une violation du code électoral, que personne ne dénonce, on a l'impression que le rapport de force profite à celui qui est au pouvoir, parce que c'est l'impression que l'on a. L'utilisation des médias d'État, de la RTS, qui est une télévision qui montre de larges pages des activités de Macky Sall, qui inaugure à bout de champ des chantiers inachevés, des chantiers initiés par Abdoulaye Wade d'ailleurs pour la plupart. On a l'impression que le rapport de force lui profite, et c'est pour préparer psychologiquement l'opinion à ce qu'on appelle un coup KO, une victoire au premier tour avec 52%. Mais le Sénégal n'est pas certains pays où on peut faire des coups de force. Personne n'a pu réussir ici un coup de force. Personne. Ni Senghor, ni Diouf, ni Wade. Et c'est encore moins Macky Sall qui a l'intelligence de le réussir. Oui, il est question justement de décrochage de plus en plus du côté de Rewmi. Avez-vous cette tendance au contact des Sénégalais? Vous savez, le président Idrissa Seck est un fin homme politique, très expérimenté, qui est depuis 88. A-t-il senti le décrochage? Depuis 88, il est de l'électorat. Il a mené des campagnes pour faire élire un président de la République. Il a ses stratégies, nous avons nos stratégies, nous n'allons pas les dévoiler aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun décrochage. Nous marchons au rythme qui est le nôtre et nous allons droit au but, nous savons où nous allons. Oui, alors justement, ce mutisme, ce silence, obéit à quoi alors? Tactique, stratégie, à quoi? C'est déjà heureux que vous posiez la question. Si le président Idriss Seck parle, on dit, il a dit ceci encore, il a dit cela. S'ils étaient, on dit, mais pourquoi ils étaient? Donc c'est déjà heureux qu'il est au moins, il intéresse au moins les Sénégalais, il intéresse la presse et le Mais c'est aussi un candidat. Oui, c'est un candidat. C'est aussi un candidat à la candidature, pour l'instant, oui. Étant donné que sa stratégie intéresse les Sénégalais, s'il se tait, ou se taire, si vous voulez bien, ça inquiète les Sénégalais. On se demande, mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il dit rien? S'il dit quelque chose, on dit, voilà, il a dit, mais c'est très bien. C'est-à-dire qu'au moins c'est un candidat qui intéresse les Sénégalais, c'est un candidat qui compte. Oui, mais et que dire de l'organisation en perspective de la prochaine présidentielle? Je veux parler des cartes d'électeurs, je veux parler de ces questions qui agitent le Landerneau en termes de revendications pour l'opposition. Oui, la matière électorale, elle est assez problématique pour vous, ou bien qu'est-ce qui pose aujourd'hui problème? Il y a une tentative de manipulation, tentative de préparation d'un coup de force. Mais pourtant, le ministère de l'Intérieur, vraiment, s'est dit ouvert. Quel est le problème? Mais ouvert. Le ministère de l'Intérieur, vous savez, Aly Ngouille Ndiaye, qui est un ami personnel, parce que vous savez, quand on a séjourné au sein de l'État, en général, moi j'étais au pouvoir, lui dans l'opposition, on se fréquentait, c'est un ami, vous voyez. Mais, voilà, il est ministre de l'Intérieur, il a une autre mission qu'il a décliné d'ailleurs publiquement, et c'est dommage. Il dit que je ferai tout pour que nos militants disposent de leur carte pour aller voter pour mon candidat. Il l'a dit. Oui, mais ça c'est le caractère partisan. C'est dommage pour un ministre de l'Intérieur qui doit faire des en quoi c'est un égard de langage, certainement il doit au fond de lui le regretter, parce que c'est un homme que je connais très juste.
est très véridique. Ce jour-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est Aly Ngouille que je connais qui est là en face de moi? Mais pourquoi ne pas alors laisser le ministère organiser les élections? Je viens à ta question. Il ne veut pas donner le fichier à l'opposition sous prétexte qu'il y a des données personnelles sur les cartes d'identité de l'ensemble des citoyens, les données CEDEAO de nos citoyens. Mais lui, il en dispose. Lui, il est partisan. Il donnera ça à l'APR. S'il en dispose, il a donné au moins ça à un parti d'opposition, à son parti. Ce sont les partis d'opposition qui n'en disposent pas, c'est pour ça que les partis le réclament. Mais ça, vous le dites, mais sans détenir de preuves. Qui vous dit ça? C'est l'État. Ce sont les services administratifs qui font le travail, pas le ministre imputé personnel. Oui. Est membre du parti au pouvoir et celui le patron des services administratifs, naturellement, il disposera de ce fichier-là en tant que ministre de l'Intérieur. Mais il le mettra à la disposition de son parti s'il le veut bien. Qui peut le vérifier? Personne. Oui, mais comme vous n'avez pas aussi de preuves pour dire que c'est fait. La meilleure preuve, c'est de donner ce fichier à tous les partis en lice. Et il y a la loi aussi. Oui, mais la loi dispose empêche à l'opposition d'avoir ce fichier, mais n'empêche pas au parti au pouvoir d'avoir ce fichier à travers son ministre de l'Intérieur. Oui, mais ça vous le dites, sans détenir la preuve. Personne ne peut le contester. M. Aly Ngouille Ndiaye dispose de ce fichier-là, parce que c'est le ministre de l'Intérieur. M. Aly Ngouille Ndiaye est membre de l'APR. Donc, systématiquement, l'APR dispose de ce fichier-là. Oui, mais c'est simple que ça. Oui, sans pour autant détenir de preuves pour le prouver. D'accord, mais non plus, personne ne peut prouver que M. Aly Ngouille Ndiaye ne l'a pas non plus. Lamine Ba, vous avez été ministre de la République. Aujourd'hui, beaucoup de questions sur la redevabilité, la transparence. Le président Macky Sall, avec la découverte des ressources pétrolières et gazières, aujourd'hui, le combat de la transparence à partir de ces ressources. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème dans la gestion des ressources minières et pétrolières? On condamne des gens pour détournement de deniers publics, pour enrichissement illicite, pour je ne sais quoi et quoi. On met en branle toute la machine judiciaire pour condamner, mettre en prison et condamner des citoyens, des anciens ministres. Mais en même temps, on accuse votre frère de détenir des parts de marché dans le dossier du pétrole, d'être un homme d'affaires tout simplement, de s'enrichir. On ne peut pas dire une chose de son contraire. Je suis d'accord pour la transparence, je suis d'accord pour la reddition des comptes, je suis d'accord pour toutes ces questions-là. Mais, comme on dit en Wolof, digle sangay, dengay sangu ba pare. Mais toi, ton entourage s'enrichit. On parle, je connais bien tous ces ministres-là. J'ai de très bonnes relations. C'est pour ça, je ne veux pas dire certains gros mots. Mais on accuse certains ministres dans l'affaire Prodac d'avoir détourné des 29 milliards. On accuse... Mais vous avez été ministre de l'Environnement. Oui, ce dossier, vous le connaissez? Non, le dossier Prodac, je ne le connais pas, non. Je crois que c'est un dossier nouveau. Mais quand j'étais ministre de l'Environnement, il n'y a pas eu de détournement à l'environnement. Au contraire, il y a eu un bon code de l'environnement sur lequel on a même effacé mon nom. Parce qu'en général, vous savez, en Europe, les grandes lois portent les noms des ministres ou bien des députés qui les ont initiés. Le code de l'environnement que j'ai fait adopter devant l'Assemblée nationale, que j'ai défendu et qui a été voté en décembre 2000, je m'en souviens très bien. J'avais dit au président Ouad, si on sort de l'année 2000 et je n'ai pas de code de l'environnement pour travailler, je quitterai mon poste de ministre de l'Environnement. Je ne peux pas travailler sans un instrument, de loi, sans une loi qui me permette de mener ma mission. Quand j'étais ministre de l'Environnement, il n'y a jamais eu de détournement sous aucun des ministères dans lesquels j'ai travaillé. Oui, ça suppose quoi? Que la transparence, c'est un socle pour toute société qui aspire au développement. On commence par la liberté, la dignité. Et quand on vit dans la liberté et la dignité, on évitera de faire certaines choses. Il y a le jugement aussi du fer de Falémé. Oui. Là également, 10 candidats à la candidature ont écrit pour demander au chef de l'État de ne pas signer. Oui. Également un problème à ce niveau. Oui, mais c'est des dossiers très lourds. Quand on est à 2 mois des élections présidentielles, on doit presque commencer dans les affaires courantes. On ne peut plus signer de grands dossiers qui engagent l'État pour peut-être 10 ans encore, alors que vous ne serez pas là. Peut-être que le prochain gouvernement, et je crois qu'il y aura un prochain gouvernement, verra les choses autrement. Le dossier sur le pétrole avec la Mauritanie, qui a été très mal négocié, semble-t-il. À partir du moment où on peut avoir... Vous savez qu'en 2000, j'étais sur un plateau de télévision avec Samir Abouris, que je m'en souviens très bien, M. Lamine Dieng, du Parti Socialiste. On m'avait demandé de faire un commentaire sur la loi des finances 2000. C'était au mois de janvier.
Mais la réponse était, je ne peux pas commenter une loi des finances qui sera rectifiée dans 2 mois parce qu'il y aura un nouveau gouvernement. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Quand on va à des élections dans 3 mois, 4 mois, vraiment, il faut éviter de prendre des engagements au nom de l'État que vous ne serez pas en position de mettre en œuvre. Il faut se consacrer à évacuer les affaires courantes. Et je crois que ce gouvernement devrait penser à évacuer les affaires courantes et à s'attendre à laisser la place à d'autres qui vont diriger ce pays, à un président de la République. Oui, mais il y a également justement le contrat d'affermage de l'eau. Oui. Le contrat d'affermage de l'eau, justement, il y a également polémique entre la SDE, Suez et Veolia. Est-ce que vous avez un dossier oui. sur lequel il n'y a pas polémique au Sénégal? Moi, je n'en connais pas. Dites-moi un seul dossier. Mais ça traduit quoi de façon générale? Mais ça traduit la politique de 2 poids 2 mesures. On ne peut pas dire. Pourtant, les textes sont clairs. Qu'est-ce qui pose problème? Au niveau de la poste, il y a des problèmes. Au niveau de la direction du coude, il y a des problèmes. Au niveau de la gestion des ressources naturelles, des ressources minières, il y a des problèmes. Il y a au niveau de la gestion de l'eau, on a vu les gens de la SDE marcher. En plus, il y a ces marchés qu'on donne à des entreprises étrangères tellement voraces. Au moment où le secteur privé sénégalais bat de l'aile, on leur doit des milliards qu'on ne leur a pas payés. Il y a un problème. Je ne vois pas un seul dossier où il n'y a pas de problème. Le terre, on est parti de 700 milliards pour arriver à 1200 milliards. Donnez-moi un seul dossier géré par le gouvernement de Macky Sall sur lequel il n'y a pas polémique. Moi, je n'en connais pas. C'est déjà la campagne, mais il y a en face le bilan de Macky Sall, du président sortant Macky Sall, un bilan quand même qui est là. Un bilan quand même défendable ou pas, oui. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des programmes. Vous avez justement le PUDC, vous avez Promoville, vous avez également la couverture maladie universelle, CMU. Comment faire face à autant justement de programmes à impact? Comment faire face? Vous savez, il ne faut pas confondre les programmes et les slogans. Oui. Oui. Un programme, c'est du concret. CMU, je prends le cas de CMU, de la CMU. Oui. On parle la couverture maladie universelle, oui. Tous les experts de santé publique ont déclaré publiquement que c'est un échec. Allez dans un hôpital, le moindre poste de santé ici. Les gens meurent dans les couloirs des dispensaires et des hôpitaux parce qu'il n'y a pas de lit. Les malades doivent aller acheter du coton pour se faire désinfecter une plaie. Et on parle de couverture maladie universelle. Attends, il ne faut pas confondre les slogans creux et les programmes qui sont mis en œuvre au bénéfice des citoyens. Promoville, oui. Mais il y a des problèmes partout. Les bourses familiales? Attendez là, est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est une bourse familiale? Comment peut-on donner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas travaillé au moment où celui qui a bien travaillé est mal payé? Là, c'est le libéral qui parle. Non, mais attendez, le libéral, il crée la richesse et redistribue la richesse dans des projets qui puissent créer encore d'autres richesses et d'autres emplois. Y a-t-il un problème de redistribution des ressources? Y a-t-il un problème de redistribution des ressources? J'aurais préféré dans chaque famille qui doit avoir une bourse familiale, prendre un enfant, en faire un boursier à l'université, prendre un ouvrier et le faire employer dans un hôtel en subventionnant l'hôtel ou bien en lui faisant des relax, en tout cas comment dirais-je encore, des facilitations en tout cas au niveau de sa fiscalité, des impôts, etc. Je préfère subventionner des entreprises qui recrutent des Sénégalais et les font travailler que d'habituer les Sénégalais à prendre de l'argent sans travailler. Ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas en ça. Ça, ce que je dis là, ça n'engage peut-être pas mon parti. Mais donner de l'argent à des gens qui ne travaillent pas, c'est encourager la mendicité et la pauvreté. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui fera finalement la différence? On est à quelques encablures, à moins de 3 mois de la prochaine présidentielle. Le président sortant, président Macky Sall, a publié un ouvrage, Le Sénégal au cœur. Il parle aux Sénégalais en leur retraçant vraiment son parcours, sa vie. Oui, comment faire face à un homme qui déjà est dans le cœur des Sénégalais. Si on était sur un plateau de télévision, j'aurais répondu par un simple sourire. Le Sénégal au cœur. Fouillez ce livre-là, les bonnes feuilles. Oui. Et vous verrez qu'est-ce qui est au cœur de qui. Oui. Ça s'arrête là. Oui. Réponse? Ben, écoutez, je vous ai dit que si j'étais sur un plateau de télévision, j'aurais répondu par un simple sourire. Oui. On a besoin d'un livre programme. On a besoin d'un livre. Mais le programme, vous l'avez en face de vous. On a besoin d'un livre vision, d'une vision.
les grands hommes d'État qui ont écrit des ouvrages ne sont pas contentés de parler de leur épouse et de la façon dont ils l'ont rencontrée. Le Sénégal a besoin d'un bilan, le Sénégal a besoin d'un livre avec une vision, nous allons où? Mais le Sénégal n'a pas besoin d'un livre qui relate les histoires d'amour. Il a parlé de votre président en disant qu'il a un ego surdimensionné, un homme autoritaire. Vous savez, le complexe d'infériorité est dangereux. Oui. Ça vous pousse à faire des déclarations. Il y a des gens qui nourrissent un complexe d'infériorité. Je m'en tiens à ça. Ah oui. Mais justement... Quand vous êtes en face de quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il est plus fort, plus puissant que vous, vous avez le sentiment qu'il a un ego surdimensionné. Mais ça, c'est votre sentiment à vous. Justement, Lamine Ba, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, sur le plan économique, venons-en aujourd'hui avec justement la croissance qui est en déclarée 7,2. Aujourd'hui, Lamine Ba, l'économie sénégalaise, justement, fonctionne bien ou mal? Comment vous analysez justement les performances, si performance il y a, justement à travers les standards macroéconomiques? Je ne suis pas économiste pour aller dans des analyses très compliquées. Oui. Mais de manière très terre à terre, en profane, quand on parle de croissance 7,2, au moment où on parle en même temps de tension de trésorerie, au moment où on dit que les entreprises privées ne sont pas payées, l'État leur doit une ardoise de plusieurs dizaines de milliards. Les établissements supérieurs du privé. Même les entreprises privées, les entreprises dans le BTP, même dans la construction des routes, il y a des entreprises à qui l'État doit des dizaines de milliards. Au moment où on parle de croissance 7,5. Le prix du riz... 7,2 plutôt. Le prix du riz est passé à 20 000 francs le sac de 50 kilos. Les prix ont flambé sans que les Sénégalais ne s'en rendent compte. Et en ce moment-là, on nous parle de croissance 7,2. La croissance, ça doit se sentir dans le panier de la ménagère. La croissance, ça doit se sentir dans les entreprises privées qui sont payées au point de pouvoir créer d'autres activités, d'autres emplois. C'est ça la croissance. La croissance, ce n'est pas un simple chiffre ou bien un slogan creux que l'on brandit comme ça. Je suis désolé, mais cette croissance ne se fait pas sentir dans le panier de la ménagère. Il est attendu justement votre programme, votre projet de société. Vous en êtes où? Il est en élaboration, il est presque prêt. Nous le déclinons au fur et à mesure de nos différentes sorties. Les Sénégalais, et puis le président du RISEC ne vient pas de commencer à faire la politique. Il avait décliné un programme en 2007, il l'a réexpliqué aux Sénégalais en 2012. Il est amélioré à travers un séminaire programmatique que nous avons tenu à Saly il y a quelques mois. Les cadres du parti sous la houlette de Abdourahmane Diouf et d'autres, et le président lui-même continue de travailler sur ces propositions-là qui seront déclinées pendant la campagne. Nous sommes respectueux de la Constitution. Il y a une période, il y a un temps pour l'après-campagne, un temps pour la campagne. Et c'est pendant la campagne que nous déclinerons le programme et les Sénégalais verront ce qu'ils... Le Rewmi dans l'opposition. Oui, aujourd'hui, il y a un sérieux problème d'unité au sein de l'opposition. Comment analysez-vous cela? C'est vrai qu'il faut que l'opposition se retrouve dans l'unité d'action. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le Front de défense de la République est en action sur le terrain, toujours fait face au ministère de l'Intérieur, à la place Washington. Nous y avons nos éléments. Les jeunesses de Rewmi participent activement à toutes les manifestations. Il y a des responsables du parti qui sont tout le temps dans les grandes manifestations et les réunions de ce front-là. Les autres responsables et cadres sont sur d'autres terrains, mais nous tendons la main à toute l'opposition, aux militants et sympathisants des candidats injustement empêchés, qu'il s'agisse de Karim Wade, de Khalifa Sall et les contacts sont noués? Nous sommes en discussion. Ce n'est pas ici que je vais le révéler, mais nous nous entendons très bien, nous discutons. Le président Idriss Seck est très ouvert. Il se déplace, il va voir les responsables de tous ces mouvements et de tous ces partis-là. Et je crois que nous irons de plus en plus vers une unité d'action de l'opposition. Dans tous les cas, même si il y a plusieurs candidats, il est évident qu'au second tour, les partis d'opposition s'uniront pour venir à bout de l'ogre. Qu'est-ce qui se passe avec le candidat sortant, Macky Sall? Qu'est-ce que vous oppose véritablement au candidat Macky Sall? Qu'est-ce que nous oppose? Parce qu'il est en train de malmener notre pays, c'est tout. Parce que ce pays ne lui appartient pas. Il est en train d'en faire ce qu'il veut avec son parti.
Et notre rôle, c'est de nous opposer à ces politiques, à ces choix, qui sont des choix qui ne sont pas dans l'intérêt des Sénégalais. Nous le comprenons, nous le dénonçons et nous voulons qu'il débarrasse le plancher afin qu'un autre président, un autre gouvernement puisse venir travailler réellement pour les Sénégalais dans la justice, dans la dignité et dans la liberté. La transhumance vous inspire quoi? C'est tellement difficile d'en parler parce que c'est un fléau qui atteint tellement de... C'est presque une épidémie, c'est endémique à la limite. Donc il est difficile d'en parler. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y en a qui ne transhumeront jamais. Il y en a qui l'ont dit et qui ont transhumé. C'est pour ça que les gens parlent avec beaucoup de peine. Mais c'est devenu endémique et c'est bien dommage. Mais je crois que les derniers transhumants ont passé la frontière. On est à 2 mois des élections. Je crois que les derniers sont partis. Je crois que c'est presque fini maintenant. Tous ceux qui voulaient transhumer l'ont déjà fait. La politique, quel sens pour vous? La politique est quelque chose de très noble. Moi qui suis politologue de formation, qui ai passé 7 ans, qui est blanchi sous le harnais, à fouiller des livres, à lire comment fonctionnent les sociétés depuis le Moyen-Âge, comment on gère les sociétés. Quand je vois qu'on s'amuse avec la politique, quand je vois que des députés se donnent des coups de coquette à l'Assemblée nationale, je suis meurtri, j'ai mal et je me dis, les grands hommes politiques de ce siècle, les grands hommes d'État doivent se retourner dans le tombe. Si on disait à Senghor que des députés se battent à l'Assemblée nationale, lui qui corrigeait les boutons des députés qui venaient avec un costume dont il manquait un bouton, s'il voit que les gens se déchaussent et se donnent des coups de chaussure à l'Assemblée, il doit se retourner dans la tombe, dans sa tombe. Je suis meurtri de voir que la politique est devenue l'affaire de tout le monde, quoi. N'importe qui se réveille, crie et devient député. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale, beaucoup. Ils ne savent pas le sens d'une Assemblée nationale, là où l'on vote les lois qui régissent la vie et même la mort des Sénégalais, la sécurité, l'éducation de nos enfants. Cette auguste assemblée où tout se décide, on y envoie des personnages qui n'y comprennent pas grand-chose. C'est bien dommage. Il y a même des ministres qui ont des attitudes qui font mal. En tout cas, pour un politologue comme moi, je suis meurtri de voir ces images-là. Lamine Ba, invité d'objection, elle est devenue une grosse problématique. Je vous parlais justement de la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements peinent à relever le défi de l'employabilité des jeunes. Vous, avec le recul, quelle réflexion aujourd'hui, justement, avez-vous à décliner comme solution, surtout par rapport à une telle problématique? Il y a eu un manque de planification notoire. J'étais avec l'ambassadeur de France, M. André Parent, qui est aujourd'hui rentré, ancien ambassadeur de France, dans ma voiture, dans le Fouta. Il y avait des centaines de jeunes qui couraient derrière les voitures, derrière le cortège. Il était un peu soucieux, pensif. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit, Monsieur le ministre, ces milliers de jeunes, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils deviendront? Il faudra les éduquer, il faut des écoles, il faut des dispensaires, il faut des universités. Ensuite, il faut leur trouver des emplois, il faut créer des entreprises pour les employer. Qu'est-ce que l'État du Sénégal va en faire? Je crois que son inquiétude vient de s'affirmer aujourd'hui. Il faut planifier tout ça. Et commencer par l'éducation. Il faut éduquer, il faut refaire l'école. Un pays sans école est un pays sans avenir. Et aujourd'hui, on a vu, chaque année, il y a une grève des enseignants jusqu'à 2-3 mois des examens pour qu'on se rattrape pour essayer de sauver les meubles. Donc, il faut refaire ça. Au niveau des médias, on a vu ce que les télévisions ont fait de notre jeunesse, avec les programmes d'animation et de distraction. On a vu ce que toutes ces émissions font dans nos foyers. On est en train de détruire à petit feu notre pays et personne n'en parle. Il faut donc de la planification par l'éducation pour que demain, nous c'est déjà difficile, mais pour que les Sénégalais de demain, comme l'a dit le président Kagame, pour que les générations futures puissent avoir un meilleur avenir et de meilleures perspectives que nous. Parce qu'en ce moment-là, le pays va très mal. Les valeurs ont disparu. Dans les rues, on s'insulte, on s'invective, on court dans tous les sens. Il n'y a plus de feux rouges, on ne respecte pas les feux rouges. Les véhicules s'arrêtent où ils veulent. Donc on est dans un désordre absolu. Il faudra corriger tout ça. Crise d'autorité? Ah, c'est clair, il y a une crise d'autorité. Mais surtout, il y a une crise d'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement l'école. C'est au niveau des médias, c'est au niveau de la famille. Et la pauvreté aidant, les parents ont des difficultés pour régler toutes ces questions-là. Parce qu'un père de famille qui peine à donner à manger à ses enfants ne parviendra certainement pas à les canaliser, à les éduquer. C'est un problème. C'est la pauvreté. J'ai ici en face de moi le livre d'un penseur qui est orthographe Lambsdorff.
qui était un parlementaire allemand, il dit freedom is the best remedy against poverty. C'est-à-dire la liberté est le meilleur remède contre la pauvreté. Mais la pauvreté, tant qu'on ne la combat pas, on ne peut pas avoir de l'autorité, on ne peut pas avoir une belle jeunesse, on ne peut pas avoir de perspectives pour sa jeunesse. Et pourtant, le Sénégal a les moyens, les ressources sont là. Les ressources sont là, mais la politique, le manque de démocratie, la politique a tout détruit. Les politiciens sont devenus la risée même des citoyens. Il n'y a plus de respect. Avant, un député du Sénégal, du temps de Lamine Gueye, c'était un personnage respecté. Hein, qui incarnait un peu la droiture, qui incarnait l'intelligence, qui incarnait la justice. Quand il marchait, les gens voulaient même l'imiter. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la crise des C'est partis la crise politiques, des valeurs. des partis politiques aussi. C'est la crise des valeurs d'une manière générale. Et les partis politiques n'ont rien fait pour régler ces questions. Dans les partis, il y avait des structures de formation. Au PDS, il y avait, au début, il y avait des formations à l'ISEFI. On formait les jeunes cadres. Moi, je suis passé par ces écoles-là pour certainement devenir un homme politique, peut-être tel que je le suis aujourd'hui. Sans dérapage verbaux, sans beaucoup de choses. Mais il n'y a plus de formation dans les partis politiques. On va vers le pouvoir. Le meilleur moyen d'arriver au pouvoir, c'est de s'insulter, de se donner des coups de gifle. Vous vous rendez compte? C'est ça le problème du Sénégal en ce moment. Réumi est la prochaine présidentielle. Nous allons régler toutes ces questions-là. Je crois qu'il y a un vaste programme de rééquilibrage, de rééducation de notre jeunesse et de restauration des valeurs. Et le Réumi travaille sur ça. Il est ancien ministre, ancien justement responsable de l'international libéral. Aujourd'hui, secrétaire général du parti Réumi, il était notre invité. Lamine Ba, encore une fois, merci, ça a été un plaisir de vous accueillir à Objection. Je vous remercie et je remercie les auditeurs qui nous ont... Encore une fois, merci, ça a été un plaisir de vous accueillir à Objection. Je vous remercie et je remercie les auditeurs qui nous ont... Encore une fois, merci, ça a été un plaisir de vous accueillir à Objection. Je vous remercie et je remercie les auditeurs qui nous ont... Encore une fois, merci, ça a été un plaisir de vous